J'ai toujours pensé que quand nous, Congolais, on veut débattre, je pense qu'il est temps qu'on commence à avoir un débat un peu plus réfléchi, un débat d'idées et surtout un débat constructif pour faire avancer le Congo. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je pense que vous connaissez mes opinions. Je pense que pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je vais être un peu plus clair par rapport à ce sujet-là et d'autres. Dans ma prise de position, souvenez-vous, il y a quelques semaines, je dis clairement que le président Tshisekedi doit rester encore au pouvoir pour quelques années, puisque ce qu'il est en train d'amener, je pense que ce serait très compliqué de pouvoir l'achever si on connaît d'autres bouleversements ou des changements majeurs. Pourquoi je dis ça? Ça fait plusieurs années depuis que l'AFDEL a foulé ses pieds sur les sols congolais avec son cortège des Rwandais qui sont venus avec. On a connu quelques périodes d'accalmie, mais dans l'ensemble, c'est un cycle répétitif. Et ce cycle-là, on vient de le voir un peu plus clairement, que ce cycle-là a toujours été alimenté par le Rwanda et dans une moindre mesure, l'Ouganda aussi. On a connu la période de l'AFDEL proprement dite, quand ils sont entrés en 96-97. On a connu le départ des Rwandais en catastrophe et puis tout de suite suivi de la création des autres partis qui ont fini par, en fait, des autres groupes armés, toujours soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. D'une part, le Congo s'est retrouvé morcelé en trois, avec la partie contrôlée par Jean-Pierre Bemba, l'Équateur et une partie de la province orientale, et le Kivu et une partie aussi de la province orientale restante, contrôlée par la bande à Roubaix-Roi, et puis vous souvenez-vous de Roger Lumbala, puis tout ce monde-là. Et tous avaient comme dénominateur commun le Rwanda. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Ils ont été obligés d'aller se partager le pouvoir avec un plus 4, puis ça finit comme ça finit. Par la suite, il y a eu encore des CNDP, puis il y a eu le M23. Donc, on part toujours d'une guerre à l'autre, d'une déstabilisation à l'autre, et toutes ces déstabilisations ont un dénominateur commun, Maître Kagame. Kagame qui a réussi à nous imposer, puisque ça devient de plus en plus clair, Kabila à la tête du pays, alors que celui-ci n'était pas prédestiné à quelque chose. Souvenez-vous, c'est que des Européens, des Belges, un Belge a dit, on avait besoin de quelqu'un à qui on pouvait donner des injonctions. C'est pourquoi ils sont allés chercher un Rwandais, Joseph Kabila. À cette époque-là, certains d'entre nous avaient douté pour dire que comment ça, il peut traiter notre président de Rwandais, puis quelques décennies plus tard, on se rend un peu plus clairement compte pour qui Kabila travaillait. Puisqu'il a fini par laisser tomber les masques pour prendre la tête de cette rébellion qui nous attaque. Et quand vous regardez tous ces scénarios, vous allez comprendre que si on n'y fait pas attention,
on va finir par régler cette guerre un peu à la Fayoulou, comme il nous dit, puisque lors de sa conférence de presse, il a dit clairement que non. Nous, on croit à la médiation des prêtres et puis qu'on va se mettre autour d'une table avec les Kabila, puis les Nanga, puis tout le monde, puis on va se dire des vraies choses et puis après on va repartir. Cet exercice-là, je ne sais pas si Martin Fayoulou a une mémoire courte. Cet exercice-là où c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu des négociations conduites par le gouvernement de Kabila. Il y a eu ce Sun City là qui était un très grand forum en Afrique du Sud. Est-ce que c'est pour ça que la guerre a cessé? Finalement, Tshisekedi arrive et lui, il pense le contraire. Il pense vraiment que tant qu'on a Kagame aux commandes du Rwanda, il ne se passera rien du tout. Et que le problème n'était pas les opposants congolais. Les problèmes du Congo, présentement, ce sont ces personnages de Kagame qui tirent les ficelles, qui va finalement par nous dire que c'est un problème congolais, tant quand on parle de Banyamulenge, par exemple, ou quand on parle des Rouberois, ou on parle aussi de Koné Nanga, puis de Kabila, Kagame s'en lave les mains. Il dit que c'est un problème congolais et que les Congolais doivent résoudre leurs problèmes entre eux. Mais tout le monde aujourd'hui est là. Ce n'est plus un secret. Tout le monde sait clairement que qui tire les ficelles et qui est l'instigateur sur le terrain. Paul Kagame. Il a commencé par nier qu'il n'a jamais eu de militaires au Congo, qu'il n'a jamais... Et là, à la fin, poussé par la diplomatie du président Tshisekedi, poussé à bout, il a fini par avouer qu'il était au Congo. Puis il a commencé un nouveau chapitre pour dire que ce sont des mesures défensives, puisqu'on ne veut pas se faire attaquer par les FDLR, puisqu'ils menacent l'existence de l'État rwandais. Mais sauf que s'il veut mettre ces mesures défensives, comme il est dit, pourquoi il ne les met pas aux frontières du côté Rwanda pour attendre ces gens-là? Et même, dites-moi une seule fois qu'il y a eu, à moins que je sois passé à côté d'une information capitale, dites-moi une seule fois où on a attaqué le Rwanda par des FDLR. Je ne m'en souviens pas. Mais au contraire, ces gens-là ont toujours causé de problèmes aux agriculteurs congolais. Qu'ils attaquent, qu'ils pillent, ils prennent leurs biens. Mais ça n'a jamais été le cas au Rwanda. Comment se fait-il que Paul Kagame utilise aujourd'hui ce vocable pour dire qu'il a mis ces mesures défensives au Congo pour se protéger contre l'attaque de ces gens-là, qui sont du reste des Rwandais? Vous comprenez très bien que si aujourd'hui on décide de faire partir le président Tshisekedi, qui est en train de quasiment de nous aider à résoudre de façon définitive ce problème, qui a un risque qu'un Katumbi tombe à la tête du pays ou un adepte de Joseph Kabila, puisque chez nous les Congolais, des traîtres là, il y en a beaucoup, surtout chez nos politiciens là, et qu'on ait la malchance de tomber sur un Caméré ou un Bahati ou un autre qui se cache encore et finalement ils finissent par donner cette bouée de sauvetage à Paul Kagame et puis qu'on se retrouve encore une fois à répartir à zéro. Donc pour moi,
Je sais très bien qu'il y a une constitution, puis que beaucoup disent que on doit respecter cette constitution pour qui stipule que 2 mandats, puis à la fin de ces 2 mandats, un président ne peut pas se représenter par la suite. Mais ici, d'une part, on ne parle pas de se représenter par la suite. On parle d'abord de finir la guerre. Est-ce que cette guerre va finir en 2028 et qu'on pourra organiser des élections en 2028? J'en doute fort. Et même si la guerre s'est terminée avant 2028, organiser une élection, déjà là, tous les derniers cycles électoraux qu'on a eu à organiser ont été toujours entachés des irrégularités, ont toujours été contestés par tout le monde. Et maintenant, au sortir de la guerre, vous pensez qu'on va organiser une élection qui, tout de suite, va nous permettre de ne pas être contesté par qui que ce soit? Je pense pas. Et même si on n'arrive pas à organiser cette élection, puisque la guerre n'a fait que trop durer, comment voulez-vous que le président Tshisekedi puisse juste partir comme ça? Les adeptes de cette même constitution ont oublié que la même constitution là stipule que le président ne quitte que quand son successeur est élu et qu'il lui passe le pouvoir de façon au terme d'une élection. Et s'il n'y a pas élection, pour toutes ces raisons que vous connaissez, dites-moi comment le président Tshisekedi va quitter. C'est une question que j'aimerais poser à Martin Fayulu, qu'il vienne nous dire, là, parce que là, je l'ai entendu hier, quand il a fait sa conférence de presse, là, excusez-moi, en train de dire qu'en 2028, Tshisekedi doit partir. C'est vrai qu'on aime amuser la galerie et puis donner l'impression que on n'a vu aucune humilité de la part de Martin Fayulu. On a vu quelqu'un qui se croit plus grand que le Congo. Dites-moi un peu, là, le parti de Martin Fayulu a combien de membres? Combien de députés, ce gars-là, depuis que son parti existe, depuis qu'on fait des élections au Congo, combien de députés il a déjà fait élire? Que ce soit en 2018, où lui parle qu'il était le président élu là. Donc, à un certain moment, on doit rester humble. On doit regarder les choses de façon un peu plus claire. C'est pas puisque on veut absolument le pouvoir, pour le pouvoir, qu'il faut absolument là dire, eh ben, écoutez, là, 2028, rien du tout, on doit organiser des élections, puis tout ça. Il sait très bien, au fond de lui, qu'en 2028, il n'y aura pas d'élections. Que ça commence à être tard, puisque 2028, là, c'est dans 1 an et demi, à peu près. Et une fois qu'on est en 2028, c'est l'année électorale. Et tout ça, les élections, on ne les improvise pas, surtout dans un pays comme le Congo. On doit faire le recensement, on doit faire le fichier électoral, puis on doit faire la répartition des sièges selon l'évolution de la population. Puis finalement, on organise des élections. Mais tout ce processus-là ne peut pas se faire en quelques mois. Donc, c'est pour dire un peu plus clairement que moi, je continue à penser que le président Tshisekedi doit rester encore là pour au moins les 5 prochaines années. Avec ou sans élection. On s'en fout. Puisque, si vous regardez un peu plus clairement, on ne peut pas se dire qu'on doit respecter la Constitution alors que cette Constitution-là ne nous a rien apporté à date.
Ceux-là qui ont pris des armes, comme les Corneille Nangaa, puis tout ce monde-là, est-ce qu'ils ont respecté la Constitution? Puisque la Constitution stipule que le seul mode d'accession au pouvoir, c'est par des élections. La rébellion est proscrite dans notre Constitution. Mais eux, ils ont pris les armes. Ils ont enfreint la Constitution qu'ils veulent défendre aujourd'hui. Ils l'ont enfreint et ils sont en train de l'enfreindre encore plus. Comment voulez-vous qu'ils nous disent qu'on ne peut pas changer cette Constitution et qu'il faut que Tshisekedi organise des élections en 2028 alors qu'eux sont devenus des rebelles? Alors qu'eux ont enfreint la Constitution. Vous comprenez très bien qu'on est dans un cercle vicieux et que sous le leadership du président Tshisekedi, je pense que on doit mettre cette Constitution-là de côté. Et à mon avis, on devait même ne plus l'appliquer et que le président Tshisekedi devait diriger par décret jusqu'à ce qu'on retrouve la stabilité et jusqu'à ce qu'il mène son combat contre Paul Kagame jusqu'au bout. Je pense qu'il a fait déjà un grand bout de chemin dans cette lutte et que ce qui reste, à mon avis, on est plus proche du but qu'avant. Et le rebelle Kabila, vous voulez lui donner encore une chance de venir nous déstabiliser? Vous voyez comment ces sanctions sont en train de l'affaiblir. Vous voyez comment son maître Paul Kagame crie sur toutes les tribunes pour accuser l'humanité entière de favoriser le président Tshisekedi. Et ça, c'est pas anodin. Mais non, on arrive, on trouve un certain Martin Fayulu, un certain Delis Sanga, puis un Jean-Marc Abound, qui viennent nous dire que non, Tshisekedi doit partir. Est-ce que c'est la stabilité du Congo qui compte ou des élections à tout prix? À ce que je sache, ce n'est pas le président Tshisekedi qui a cherché cette guerre. Du jour au lendemain, le président Tshisekedi ne s'est pas réveillé pour dire « Bon, écoutez, là, vous autres, là, allez faire la rébellion, puis on va se battre, et puis moi, je vais rester au pouvoir. » Parce que j'ai entendu encore une fois, là, Martin Fayulu en train d'accuser le président Tshisekedi d'être aussi, d'une certaine façon, à la base de la guerre, ou puisque, selon lui, la guerre fait l'affaire de Tshisekedi, comme ça, il peut s'éterniser au pouvoir tant qu'on est en guerre. Sauf que ce qu'il oublie de souligner est que les Nanga, les Bissimois, les Kabila, qu'il veut inviter au dialogue de ces prélats catholiques-là, sont ceux qui sont à la base de cette guerre. Sont ceux qui sont allés chez Paul Kagame pour essayer de nationaliser cette guerre. Ils sont venus pour donner le visage congolais à cette guerre. Mais en réalité, on sait sur le terrain d'où proviennent les armes qui nous combattent, d'où proviennent tous ces financements. Mais venir nous dire avec beaucoup de légèreté que le Congo doit organiser des élections en 2028, ce n'est pas reconnaître que ça fait plus que 30 ans que cette guerre dure et qu'il est temps
qu'on puisse en mettre fin, qu'on puisse y mettre fin une fois pour toutes. Et là, le président Tshisekedi est plus proche du but. Et là, vous voulez changer la carte qui gagne, changer cette carte-là, juste puisque vous voulez vous asseoir sur son siège. Mais sauf que ça risque de ne pas être vous, et quelqu'un d'autre de plus malicieux qui risque encore de nous replonger dans le même cycle de violence pour encore longtemps. On se doit d'en finir une fois pour toutes avec Kagame. Et on est plus proche de l'objectif avec le président Tshisekedi. Pourquoi? Alors pourquoi cette obsession pour des élections en 2028? Je pense que derrière cette idée se cache une manœuvre que je pourrais appeler maléfique, ou qui est une manipulation derrière, ou que tout ceci ne soit que l'œuvre du Rwanda, acculé dos au mur, veut absolument reprendre l'initiative du jeu à travers ses pantins. J'ai entendu Fayulu dire hier dans sa conférence de presse que Tshisekedi a été mis là-bas par Paul Kagame et Kabila. Souvenez-vous, lors de cette élection, quand on a proclamé, quand la CENI a proclamé Tshisekedi élu, Paul Kagame était alors président de l'Union africaine. Et il a demandé à ce que, avant que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle puisse déclarer Tshisekedi vainqueur une fois pour toutes, qu'on puisse attendre que l'Union africaine vienne pour finir par déclarer le vainqueur. Et ça, c'était à l'avantage de qui? Si Kagame avait demandé qu'on puisse attendre la mission de l'Union africaine avant de proclamer le résultat, ce n'était pas dans l'intérêt de Martin Fayulu, puisque Tshisekedi, qui était le vainqueur à ce moment-là, proclamé par la CENI, n'avait plus besoin d'une quelconque mission pour valider son élection. Mais quand ces gens-là allaient venir, ces gens-là conduits par Paul Kagame, ils allaient venir dans l'intérêt de qui? Vous comprenez très bien comment, des fois, on se perd dans nos discours, puisque là, hier, il a même dit que non, vous savez, là, puis l'ancien sous-secrétaire américain, là, qui a dit qu'en 2018, il regrette d'avoir appuyé Tshisekedi. Avoir appuyé quelqu'un ne veut pas dire que ce monsieur-là est venu tripoter les résultats des élections au Congo. Vous voyez comment, là, on va du coq à l'âne, et puis on s'embrouille, on part à gauche, à droite, et puis on ne sait pas finalement dans quelle direction on s'en va. Donc, il est temps que le président Tshisekedi n'écoute pas ces troubadours-là, qu'il tienne tout droit dans ses bottes, qu'il nous amène cette stabilité définitive qu'on attend de lui, qu'il puisse nous aider à... Je sais très bien que les erreurs que Paul Kagame est en train de commettre vont l'amener tout droit dans la tombe ou hors du pouvoir. Donc, laissez le président Tshisekedi finir cette mission. Je pense que l'élimination de Paul Kagame signifiera une fois pour toutes une paix durable et définitive, puisqu'on pourra à ce moment-là avoir de très bonnes relations avec le futur président rwandais qui pourrait prendre place là-bas, sécuriser nos frontières correctement pour que plus jamais les Congolais ne puissent vivre encore ces drames qui n'ont que trop duré.
continuez à vous abonner. On apprécie tout ce que vous faites pour nous. Continuez aussi à aimer nos vidéos, à les référer à un plus grand nombre d'entre nous, puisque la cause du Congo, on l'a à cœur, même si on est des entrepreneurs, et puis que notre objectif, c'est de faire en sorte que l'économie du Congo soit contrôlée par des Congolais. Et on encourage le plus de jeunes possible à se lancer dans l'agroalimentaire, dans l'entrepreneuriat de toutes sortes pour faire en sorte que, pour générer suffisamment d'argent pour qu'on puisse avoir le contrôle de notre économie. Bonne journée à tout le monde.